Je vais parler aujourd'hui d'un philosophe japonais qui est un philosophe japonais important, mais qui n'est pas très connu. Moi, personnellement, avant de le travailler cette année, je le connaissais pas. Je le connais depuis peu de temps également. Mais c'est alors, il a été traduit en français par un philosophe et géographe qui s'appelle Augustin Berg en 2011. Donc ça fait déjà maintenant un petit temps qu'on dispose d'une traduction. Euh, je parlerai un peu des problèmes de traduction. Si vous lisez de la littérature japonaise, vous aurez sûrement déjà été amené à réfléchir sur les problèmes de traduction, de la lecture des œuvres qui sont dans cette langue. Euh, alors, Watsuji, Tetsuro Watsuji, penseur du milieu humain. J'ai intitulé la conférence de cette manière. Alors, le terme celui qui pose problème, c'est Fudo, c'est le terme japonais. Donc, je ne peux pas écrire japonais. J'ai pas de tableau là, mais voilà. Je vais principalement me centrer sur cet ouvrage, qui est son ouvrage important. Il a écrit d'autres textes aussi, un texte sur l'éthique. Mais je pense que ça suffit déjà si on parle de cette œuvre, qui est son œuvre quand même centrale. Euh, alors, ce terme Fudo est formé par euh, deux termes, deux kanji, on dit, je crois, en japonais. C'est l'équivalent des sinogrammes, des signes qui servent à noter la langue japonaise, en fait. Et l'un de ces kanji désigne le vent et l'autre la terre. Donc, Fudo, de manière littérale, ça veut dire c'est vent et terre. Donc maintenant, il faut traduire ça. Comment on traduit vent, terre? Donc, la première traduction de cet ouvrage, c'était en anglais, ça a été traduit par climat. Climate. Ensuite, il y a eu une traduction en allemand et puis cette traduction en français. Alors lui, il traduit par le milieu humain. Bon, il y a une difficulté à traduire ce terme et cette difficulté à traduire ce terme a posé des difficultés également dans la réception, je pense, de l'ouvrage et de la pensée de cet auteur. Donc on l'a traduit, comme j'ai dit, d'abord par climat, mais en fait, Fudo, c'est un terme qui désigne quelque chose de plus vaste, de plus large, et en plus, pour nous faciliter les choses, donc dans la langue japonaise, ça désigne quelque chose de plus large, et pour nous faciliter les choses, ça désigne en plus quelque chose de assez particulier, de lié à la philosophie de Watsuji, qui donne une interprétation spécifique de ce terme. Alors, on peut traduire Fudo aussi par paysage, il y a des traductions comme ça par paysage, ou en une périphrase par l'idiosyncrasie propre à une contrée, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques propres à un lieu, en fait, que ce soit les caractéristiques naturelles ou la manière dont les êtres humains s'y rapportent. Bon, le terme qui a été retenu dans la traduction sur laquelle je vais me baser, qui a été faite donc par ce géographe et philosophe qui s'appelle Augustin Berg, qui a travaillé aussi, qui a fait un commentaire de l'œuvre de Watsuji, qui s'en est inspiré pour ses propres études. Si ça vous intéresse, il y a un ouvrage très intéressant qui s'appelle Ecumen, qui est en fait une sorte de développement de la philosophie, enfin, de certaines intuitions qu'il a découvertes chez cet auteur japonais, mais en l'élargissant et en essayant de l'appliquer à d'autres milieux et à la compréhension d'autres lieux que ceux que cet auteur étudie. Donc lui, il propose de traduire par milieu humain. Alors, je vais essayer dans cette conférence, j'espère à la fin, vous me direz si on a réussi à éclairer ce terme petit à petit. Bon. Alors, peut-être ce qu'on peut dire pour commencer, c'est que le projet de Watsuji, c'est de comprendre le rapport que les êtres humains entretiennent avec leur environnement. Voilà. Ça, si on veut résumer un petit peu de manière simple son projet philosophique, son projet de compréhension en fait, c'est de comprendre ce qui, euh, ce qui fait que des êtres humains vivent d'une certaine manière dans certains lieux, que ce n'est pas la même manière que celle dont d'autres gens vivent dans d'autres lieux, et que le sens qu'on donne à la nature
qui nous environne est différent selon les lieux et selon les cultures. Voilà. Alors, ce rapport que les êtres humains entretiennent avec leur environnement, il y a habituellement deux manières de le penser, traditionnellement, quand on réfléchit sur ce sujet. Et Rasuji essaye de proposer une voie alternative parce qu'il pense que ces deux manières classiques de penser le rapport des êtres humains à leur environnement est insatisfaisante. La première manière, c'est celle qui fait de l'environnement une sorte de pure extériorité, un objet neutre auquel renvoie, c'est le concept de nature finalement désigne ça. Hein. La nature, quand on essaie de définir ce que c'est que la nature, on aboutit assez rapidement à l'idée que la nature, c'est tout ce qui est indépendant de l'être humain, indépendant de l'activité des êtres humains, et qui se distingue d'eux, comme un objet extérieur à eux, qui aurait son autonomie. Voilà. Il y a les humains d'une part, leurs activités, et puis d'autre part la nature, et puis ce sont deux euh, phénomènes, deux réalités indépendantes les unes des autres. Ou alors, l'autre manière de penser le rapport des êtres humains à leur environnement, c'est de le penser sous une forme déterministe. C'est-à-dire de penser que les êtres humains sont déterminés dans une relation causale par leur environnement, que donc, euh, voilà, les Italiens font la sieste et ont des mœurs différentes des Français et des Suédois, parce qu'il y a du soleil. Donc le soleil agit causalement sur la culture italienne, et que, ou les typhons au Japon agissent d'une certaine manière sur les mœurs, la mentalité japonaise. Bon. Donc ça, c'est une relation purement causale où on pose toujours deux réalités distinctes, les êtres humains, la nature, et puis la nature agit, détermine finalement les mœurs sur les modes d'être des êtres humains et leur culture. Alors, Matsuji essaye de frayer une voie un peu différente. La thèse centrale de son texte, et ce concept-là de Fudo essaye de nommer, euh, et qu'il développe dans la première partie de cet ouvrage, c'est que l'essence de l'être humain, premièrement, est nécessairement entremêlée avec le milieu dans lequel il vit. Ça, c'est une thèse que je vais essayer d'expliquer, mais c'est très important, c'est l'idée que ce qu'on va appeler la nature et la culture. D'une part la nature, d'autre part les êtres humains, leur mode de vie. Ce ne sont pas deux objets séparés. Et ce ne sont pas non plus deux objets, deux choses qui doivent se comprendre sur un mode purement causal. Il y aurait une détermination univoque dans un sens. C'est un entremêlement qui est une relation, presque une relation qui est première, enfin, la relation que les humains entretiennent à leur milieu est presque première par rapport aux termes qui sont reliés. On n'a pas deux substances, les humains, la nature, qui après se relient, mais on a une relation primordiale, une manière de donner un sens à son environnement, vivre, s'y trouver à la fois de la subsistance, des moyens de subsistance, mais aussi de la beauté et d'y être attaché d'une certaine manière, qui est une relation primordiale dont il faut partir. Voilà. C'est-à-dire que le milieu, on va appeler ça comme ça maintenant, que la nature, parce que la nature suppose qu'il y a un objet extérieur. Le milieu suppose qu'il y a toute une relation entre l'homme et son environnement. Le milieu humain, le milieu dans lequel les êtres humains vivent, le milieu est, dans lequel nous vivons est ce qui fonde et ce qui tisse concrètement les sociétés humaines sur la Terre. Voilà. Et donc il faut essayer d'éclairer, d'éclaircir, de clarifier ce que c'est qu'un milieu. Et Matsuji insiste longuement sur le fait qu'il ne faut pas, je l'ai déjà dit mais je le répète, comprendre le rapport des êtres humains à leur environnement sur le mode déterministe. Bon, il y a beaucoup d'approches comme ça. Hein. C'est quelque chose de très connu en géographie, ce qu'on appelle le déterminisme environnemental, qui consiste à essayer de décrire les cultures, les sociétés, à partir de l'influence de la nature sur ces sociétés. Alors, il y a tout un pan de la géographie, c'est opposé à ça,
par exemple, Lucien Febvre a écrit un livre, La Terre et son évolution, je crois, mais le titre, je suis sûr. Mais souvent, quand les géographes se sont opposés au déterminisme environnemental, c'était dans une perspective positiviste, rationaliste, euh, où ils insistent sur l'autonomie de la culture par rapport à la nature, et donc il n'y a pas d'influence causale de la nature sur la culture. Et Watsuji n'est pas du tout quelqu'un qui est un positiviste. Euh, il ne pense pas que l'être humain est autonome par rapport à sa relation à la nature, mais il ne pense pas non plus qu'il y a un déterminisme pur et simple. Même si après, quand on lit le détail, parfois, certaines descriptions peuvent faire penser à du déterminisme, mais je reviendrai là-dessus dans la conférence. Voilà. Donc, on peut dire que Watsuji s'inscrit plutôt dans une approche phénoménologique. La phénoménologie, c'est un courant de la philosophie qui est né au XXe siècle, qui essaye de comprendre les phénomènes qui apparaissent à la conscience des êtres humains à partir du sens, de l'intentionnalité, de la manière dont la conscience appréhende les phénomènes qui s'offrent à elle. Et donc, ce qu'essaye de comprendre notre auteur, c'est euh, le lien vécu des êtres humains, que les êtres humains entretiennent avec l'espace dans lequel ils vivent. Voilà. Donc il faut partir de la subjectivité des êtres humains, mais sans que... bon, alors, je sais pas si on en parle tout, mais il y a deux mots pour désigner la subjectivité en japonais. C'est, mais ceux qui parlent japonais vont m'aider. Il y a shutasei et shukansei. Euh, L'un des termes désigne la subjectivité. Alors, l'auteur traduit ici par subjectivité. On ne confond pas les deux. Ça désigne la subjectivité, c'est-à-dire le fait que quelque chose apparaît pour quelqu'un. Quelqu'un donne un sens subjectivement. Les êtres humains sont dotés de subjectivité au sens où ils ont conscience que ce qu'ils appréhendent, ils l'apprennent à travers le sens qu'ils donnent au phénomène qui leur apparaît. Alors que la subjectivité peut désigner aussi le fait de ne pas être objectif, de tout simplement sa propre fantasmagorie individuelle. Donc, la sociologie propose dans ses analyses de prendre en compte la subjectivité humaine au premier sens du terme, c'est-à-dire non pas ce que chaque individu a de particulier, mais ce que le fait que les êtres humains, ce qui leur apparaît est toujours doté d'un certain sens, d'une signification. Alors, donc il s'agit de comprendre le rapport des êtres humains avec l'espace dans lequel ils vivent, et cet espace, je l'ai dit, n'est pas un donné objectif, un simple, ce que les Grecs appelleraient un simple topos. Il se réfère parfois au terme grec, parce que les Grecs avaient deux termes pour désigner l'espace. Il y a topos et chora, qui est un terme qu'on trouve dans un texte de Platon qui s'appelle le Timée. Topos, c'est donc, on peut dire que c'est l'espace, juste par un lieu, enfin, l'espace en tant que donnée objectif. La chora, c'est, on pourrait traduire plutôt par lieu, c'est-à-dire un lieu vivant, en un certain sens. Pas au sens où les lieux que nous habitons sont des êtres vivants, mais au sens où ils sont dotés d'une certaine, de quelque chose, quoi. Voilà, c'est pas uniquement un espace qui se réduirait à ce que les physiciens peuvent en dire. Une fois qu'on a décrit physiquement, du point de vue physique, l'espace, il manque encore quelque chose qui est le sens qu'on trouve à habiter dans tel, en bord de mer, ou près d'une forêt, ou dans une ville, ou dans une grande ville, ou dans une petite ville, ou dans une maison, ou dans un appartement, etc. Tout ça, c'est des lieux qui ont une certaine vie. Voilà. Alors, il ne faut pas penser sur le modèle animiste, d'après Watsuji, c'est pas des, les lieux n'ont pas d'âme propre, mais la relation que les êtres humains entretiennent avec les lieux qu'ils habitent sont inséparables du sens que la subjectivité leur donne. Donc il y a une certaine vie, on va dire quand même, entre guillemets, parce que voilà, il y a une relation permanente des êtres humains avec leur lieu de vie. Voilà. Donc, ça, c'est un peu, disons, le thème général que vous trouvez dans cet ouvrage. Et pour essayer de comprendre le sens philosophique de cette thèse, je vous propose, pour finir cette introduction, de revenir sur la manière dont Watsuji a été amené à réfléchir à ces questions. Quel a été son parcours
je vais dire 2 mots rapidement là-dessus pour le situer philosophiquement. Comment est-ce qu'il en est venu à réfléchir sur ce thème de l'espace, des lieux, des relations des êtres humains à leur environnement? Alors, Matsuji est un philosophe japonais, alors j'ai pas donné ses dates, c'est 1889-1960, qui a étudié, un peu comme tout le monde à l'époque, j'allais dire, mais aussi, bon, tout philosophe japonais, mais comme tout philosophe, en fait, la philosophie allemande. euh, et en 1927, il effectue un voyage en Allemagne pour faire sa formation philosophique, pour accéder à des ouvrages directement dans des bibliothèques allemandes, s'inspirer auprès de ses collègues universitaires, philosophes. Donc il effectue un voyage en Allemagne pour faire sa formation philosophique en 1927. Et 1927, c'est l'année également de la publication d'un livre philosophique de Heidegger qui s'appelle Être et temps, qui a eu une grande influence ensuite sur la philosophie en Allemagne et en Europe, mais aussi au Japon en fait, finalement. Euh, alors pourquoi je dis ça? Parce que ce voyage va être l'occasion pour notre auteur, Watsuji, de faire deux expériences fondamentales. La première, c'est une expérience pratique. L'autre, c'est une expérience intellectuelle. L'expérience pratique, donc l'expérience intellectuelle, commençons par là, j'en ai déjà parlé un peu là, c'est la lecture donc de l'œuvre de Heidegger, qui s'appelle Être et temps, et dont l'idée centrale est que, le petit texte de Heidegger, c'est que la vie humaine, l'existence humaine est fondamentalement structurée par le rapport des êtres humains au temps. J'en dis pas plus pour l'instant. D'autre part, il y a une deuxième expérience qu'il a faite à partir de ce voyage, c'est une expérience pratique, c'est tout simplement le fait de voyager, pour la première fois de sortir du Japon, c'est d'être confronté à d'autres sociétés, d'autres cultures, d'autres milieux, justement. Donc, le voyage qui l'amène du Japon à l'Allemagne lui fait découvrir des contrées, des êtres humains et des manières de vivre tout à fait étranges pour lui, différentes que celles qu'il a connues au Japon, puisqu'il passe par la Chine, par l'Inde, par l'Arabie, par l'Égypte, par la Méditerranée, etc. Et il va en retirer une intuition profonde qui est que, contrairement à ce que soutient Heidegger, l'existence n'est pas structurée seulement par le rapport au temps. L'existence humaine n'est pas structurée fondamentalement, enfin, en tout cas exclusivement et essentiellement par le rapport que les êtres humains ont à la temporalité, mais aussi, peut-être même plus fondamentalement, par justement l'espace, le rapport à l'espace, par les lieux et par les milieux dans lesquels les êtres humains vivent et évoluent. Et donc, cet ouvrage, il y a toute une discussion philosophique vraiment aussi avec les thèses centrales de l'œuvre de Heidegger, auxquelles il reproche deux choses. D'abord, comme je viens de le dire, la sous-estimation de l'espace par rapport au temps, pardon, du temps par rapport à l'espace, et deuxièmement, l'approche individualiste, il reproche à Heidegger une approche individualiste de l'existence humaine. Euh, Ça peut faire le lien avec le thème de l'individualisme. Euh, Puisque Heidegger, je reviendrai sur le terme que Heidegger utilise pour parler des individus humains, qui est le terme de Dasein, euh, c'est toujours quand ce philosophe Heidegger décrit l'existence humaine, il le décrit toujours en se centrant sur l'expérience d'un individu par rapport au monde. Et ce faisant, il ne prend pas vraiment en compte l'histoire, l'historicité, même s'il essaye à la fin de l'ouvrage de le prendre en compte, mais pas suffisamment d'après Watsuji. Et surtout, il ne prend pas en compte le fait que l'histoire humaine reste une abstraction si on ne prend pas en compte la manière dont l'histoire s'inscrit concrètement dans la vie des êtres humains. Et en fait, l'histoire s'inscrit concrètement, d'après Watsuji, dans l'existence des êtres humains par le biais des milieux dans lesquels ils vivent, par les espaces, la manière dont les espaces sont aménagés, la manière dont les espaces les lieux sont configurés. En fait, c'est un résultat de l'histoire humaine dans laquelle sont déposés à la fois le passé et la signification que les êtres humains petit à petit ont donné à leur environnement. Voilà. Donc, alors, à l'époque de la publication de son ouvrage, Fudo, c'est publié dans les années 30, je ne l'ai pas dit, euh, il y a eu pas mal de... Enfin, il y a eu une première réception, puis qui a continué après
avec les traductions, j'en ai parlé un peu tout à l'heure, qui ont fait que le texte a été lu de manière partielle. Donc, je voulais dire pour finir l'introduction, euh, deux mots là-dessus quand même, parce que je trouve que c'est intéressant. Le texte a été lu d'abord, le texte de Watsuji, comme un texte ressortissant au genre nipponologique. Nipponologie, c'est un, on va appeler comme ça, un courant d'exaltation de la spécificité du Japon par rapport aux autres contrées. Voilà. Les Japonais sont fiers de la spécificité de leur pays, de leur culture, de leur île et de leur manière de vivre. Voilà. Donc, pendant un certain temps, on a lu ce texte comme étant une sorte d'éloge de la spécificité du milieu des Japonais. Parce qu'il y a un des chapitres qui est consacré au milieu. En fait, il distingue, je vais en reparler, mais il distingue trois types de milieux. Les milieux de mousson, les milieux de désert et les milieux de prairie. Et il essaie de décrire la manière dont ces différents types de milieux interagissent avec les êtres humains, la manière dont les êtres humains vivent différemment et donnent un sens différent à la nature selon le type de milieu dans lequel ils vivent. Et le Japon est rangé dans la catégorie des milieux de mousson, qui est presque le seul d'ailleurs, une fois qu'on lit le texte. Et donc effectivement, on a parfois l'impression qu'il y a une spécificité vraiment d'existence japonaise, quoi. Mais l'ouvrage ne se réduit pas à cela. Mais bon, le nationalisme japonais, c'est aussi un courant qui a existé et qui a essayé de récupérer l'ouvrage en ce sens. Une autre manière dont on a reçu le texte, c'est justement de le réduire à quelque chose, quoi, tant Watsuji se pose, c'est un ouvrage sur le déterminisme environnemental. C'est-à-dire sur le fait que les milieux détermineraient causalement, mécaniquement, les pensées, les mœurs, les cultures des êtres humains. J'en ai déjà parlé, donc je reviens là-dessus. Bon, à la lecture du texte, je sais pas si vous lirez le texte, j'espère que je vous donnerai un peu envie, mais ça se lit bien, hein. C'est vraiment, la traduction est super, et y a plein de notes. Ceux qui parlent pas japonais, et ceux qui parlent japonais aussi, vous avez des termes japonais. Il y a un petit lexique à la fin, et ça se lit de manière assez fluide. C'est plus facile à lire que Heidegger, je vous rassure. Vous pouvez lire l'ouvrage. Non, c'est facile à lire Heidegger. Donc, alors, si vous lisez le texte, vous verrez que ce que je viens de dire là, l'interprétation qui rattache l'ouvrage à la nipponologie ou au déterminisme environnemental, pardon, c'est pas totalement faux parfois. Il y a certains passages où on a l'impression effectivement que l'auteur fait, non pas l'éloge, parce qu'il reste à un niveau descriptif, mais en tout cas souligne la spécificité du Japon par rapport aux autres milieux, et aussi, parfois, bizarrement, bien qu'il s'oppose au déterminisme environnemental, certaines de ses analyses concrètes semblent être déterministes. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Bon, donc, je vais essayer d'insister sur quelques éléments importants des concepts qu'il introduit, sinon. Donc, je ne vais pas décrire exhaustivement tout ce dont parle Watsuji, mais vous donner un peu quelques clés de lecture et puis des clés conceptuelles pour réfléchir si vous êtes intéressé par la philosophie, par le Japon, par la philosophie japonaise, et puis par le rapport des êtres humains à leur milieu, leur environnement, à la nature. Alors, pour commencer, s'il y a des choses qui sont pas claires, arrêtez-moi, hein, parce que je suis pas sûr d'avoir tout compris non plus, hein. Je vais vous donner ma lecture, la manière dont moi je comprends la philosophie de Watsuki. Donc, pour commencer, je vais revenir un petit peu sur l'importance, pourquoi c'est important finalement de comprendre le rapport des êtres humains à l'espace et le rapport qu'il y a entre la géographie et l'ontologie, c'est-à-dire la description des lieux dans lesquels les êtres humains habitent et la compréhension modes d'être, des modes d'être humain et des modes d'être en général. Alors, on peut partir d'une remarque, c'est que les philosophes s'interrogent quand même assez peu souvent sur la géographie.
je connais pas beaucoup de textes philosophiques sur l'aspect philosophique de la géographie. Non? Alors, on pourrait dire que c'est étrange parce que l'un des objets les plus généraux de la philosophie, c'est de comprendre, de décrire, d'analyser, de conceptualiser l'être, les choses, l'existence, des êtres humains. Or, c'est ce qu'on appelle une ontologie, décrire la manière dont les choses sont et la manière dont les êtres humains, notamment, existent. Comment les choses existent-elles? Que signifie pour l'être humain d'exister? Et c'est d'autant plus étrange que les philosophes ne s'interrogent pas sur la géographie que si on prend par exemple la philosophie allemande, j'ai parlé tout à l'heure de la manière dont Heidegger décrit l'existence humaine. Il utilise un terme qui est emprunté à la langue allemande, hein. L'existence en allemand, c'est dit Dasein. Dasein, en allemand, de manière littérale, ça veut dire être là, être quelque part. Donc, si l'existence, c'est être là, quelque part, on devrait s'interroger sur qu'est-ce que ça veut dire être là. C'est quoi là? C'est être dans un lieu, dans un espace. Bon. Donc, euh, qu'est-ce que ça fait d'être ici et pas ailleurs? Qu'est-ce que ça fait de naître à un endroit plutôt qu'à un autre? Mais bon, force est de constater que rarement les philosophes s'interrogent sur ce qui fait que être quelque part, déterminé, c'est différent, ça oriente notre existence différemment que le fait d'être ailleurs. Et donc, il devrait y avoir un rapport beaucoup plus important entre la philosophie et la géographie que, en fait, on pourrait dire que la géographie devrait pouvoir apporter des, comment dire, des, je sais pas, ça propre pierre à l'ontologie. En fait. La géographie est philosophique. Faire de la géographie, c'est décrire les modes d'être de l'être humain, le mode d'existence, au sens propre du terme. Donc, voilà, ça c'est quelque chose qui fait qu'il faut absolument penser la relation à l'espace des êtres humains. Et souvent, les philosophes aiment bien réfléchir sur la question du temps, mais pas assez sur la question de l'espace. Donc, cette relation à l'espace, Watsuji la nomme, alors, le terme, je l'ai dit tout à l'heure, qui est traduit par milieu ou milieu humain, c'est fudo. Voilà. Il y a un autre terme qu'il emploie, c'est fudosei. Fudosei, c'est fudo, donc le milieu, plus un suffixe qui est le même que food en anglais ou kite en allemand ou it en français, la fluidité. Le fait d'être un milieu, le fait qu'il y ait des milieux. Alors, si on traduit fudo par milieu, fudosei pourrait se traduire, comme le propose ici le traducteur, par médiance. Donc, si vous lisez le texte, vous verrez médiance, c'est parce que média, c'est médias, média en latin, médium, c'est le milieu. Donc il propose plutôt que de traduire par milieu IT, ce qui est un peu moche, par médiance, c'est ce caractère fondamental qui est que les êtres humains ont un rapport à l'espace qui les environne, et qui fait donc cette médiance que les milieux humains se distinguent du simple espace objectif décrit par la physique ou du simple environnement naturel comme en ont tous les êtres vivants. En effet, les milieux dans lesquels les êtres humains vivent, là je vais essayer de décrire précisément la thèse de Watsuji, les milieux dans lesquels les êtres humains vivent sont composés non seulement des propriétés physiques, naturelles et objectives de l'espace, mais sont aussi plus riches que cela. Enfin, il y a deux autres caractéristiques qu'on peut noter, c'est que les milieux dans lesquels les êtres humains vivent, c'est un espace physique bien sûr naturel, mais c'est aussi sont des espaces qui sont à la fois anthropisés et humanisés. Ils sont anthropisés, ça veut dire qu'ils sont rendus humains par les techniques que les êtres humains développent. Et les techniques que les êtres humains développent ne sont rien d'autre au départ que l'extériorisation des capacités fondamentales des êtres humains et même de certaines parties de leur corps. Okay. Construire un outil
aménager le milieu, c'est quelque part étendre son corps en extériorisant des parties de son corps. Voilà, un marteau ou une bêche, c'est un peu comme un bout d'os, mais externalisé, qu'on peut ensuite prendre dans sa main pour augmenter, en tout cas pour, ouais, pour augmenter ses capacités corporelles, et ensuite pour inscrire dans l'environnement la trace de certains de ses gestes, de ses capacités. Donc les milieux humains ne sont pas simplement descriptibles par leurs propriétés physiques, mais sont anthropisés, c'est-à-dire qu'ils sont dotés de propriétés, extériorisent des capacités internes aux humains. Et, d'autre part, ces milieux sont aussi humanisés. Donc la distinction qu'on peut faire entre anthropisation et humanisation, c'est que donc l'anthropisation, c'est le processus technique d'extériorisation des capacités humaines, et l'humanisation, ça passe plutôt par des symboles, par des techniques matérielles, c'est-à-dire par la signification que l'on donne de manière culturelle aux choses qui nous environnent. Et donc, le milieu humain, sont chargés de sens, pas simplement de propriétés physiques. Ils sont chargés de sens, et il est intéressant de noter, à ce propos, que cette notion de sens, au moins en français, là j'extrapole un petit peu, mais c'est pour abonder dans le sens de Watsuji, mais lui il réfléchit à partir de la langue japonaise, mais on peut faire la même chose à partir du français. Le mot sens en français est inséparable au départ d'une relation originaire avec l'espace, justement. Le sens désigne, c'est une équivocité assez belle en fait, le sens désigne à la fois l'orientation dans l'espace. Dans quel sens faut-il se diriger pour aller à la médiathèque? Il faut aller à droite, à gauche. Ah. Donc le sens, c'est d'abord la direction que l'on prend pour aller quelque part, ou pour regarder, orienter son regard, pour regarder quelque chose. Et puis à partir de là, le mot sens désigne aussi ce qu'on éprouve, ce qu'on ressent, les sensations, les sentiments, ce qu'on éprouve sensiblement, et puis ça désigne aussi la signification. Le sens de quelque chose, c'est aussi la signification, ça a pour un intellect, la signification pour l'intellect d'un concept ou d'une idée. J'insiste là-dessus parce que ça montre que c'est pas seulement en japonais que on a perçu ce lien originaire du sens de l'existence humaine avec l'espace. La langue française elle-même inscrit dans sa manière de nommer les choses le fait que pour nommer le sens, la signification qu'on donne aux choses, on est obligé de se référer à notre rapport à l'espace, sens, à la manière de s'orienter dans l'espace. Alors, bon, j'ai dit assez de généralité, donc maintenant je vais vous lire un passage du texte. Vous m'arrêtez, je vais dire, il faut m'arrêter quand c'est des choses qui sont incompréhensibles ou en général. Donc, je vais maintenant vous lire la définition. Ça commence par là, vraiment, le texte commence par une définition du fudo, milieu donc. Et alors, il va définir le fudo, le milieu, comme le moment structurel de l'existence humaine. Mais je vais vous lire le passage, c'est un petit paragraphe. Je peux lire le texte? Euh, Voilà ce que dit Watsuji. Ce que vise ce livre, c'est à élucider la médiance. Médiance, j'ai dit tout à l'heure, c'est fudosei, c'est le fait d'être en rapport avec des milieux, en tant que moment structurel de l'existence humaine. La question n'est donc pas ici de savoir en quoi l'environnement naturel régit la vie humaine. On ne va pas faire du déterminisme. Ce qu'on entend généralement par environnement naturel est une chose que, pour en faire un objet, on a dégagé de son sol concret, les milieux, la médiance humaine. Quand on pense la relation entre cette chose, l'environnement, et la vie humaine, celle-ci, la vie humaine, est elle-même déjà objectifiée, posée comme un objet. On aurait deux objets qui se font face, la nature. Voilà. Cette position consiste donc à examiner le rapport de deux objets. Et ainsi, elle rate quelque chose, elle ne concerne pas l'existence humaine dans sa subjectivité. Tout à l'heure, j'ai expliqué la différence entre subjectivité et subjectivité. Subjectivité, c'est un mot que le traducteur invente pour qu'on ne fasse pas le contresens de penser que subjectivité désigne simplement mes opinions individuelles. Subjectivité, c'est le fait qu'il y a des sujets qui, si ça a du sens, de vivre quelque part.
C'est celle-ci, en revanche, qui est pour nous la question, cette subjectivité ou subjectivité. Bien que les phénomènes relatifs au milieu, les phénomènes médiaux, soient ici constamment mis en question, c'est en tant qu'expression de l'existence humaine dans sa subjectivité, non pas en tant que ce qu'on appelle l'environnement naturel. Je récuse d'avance toute confusion sur ce point. Je ne sais pas si vous avez compris ce passage. Ce passage essaye de décrire, c'est la première chose, hein, c'est le préambule, vous ouvrez l'ouvrage, c'est la première chose que vous lisez. Donc, ce passage essaye de décrire le projet de l'ouvrage. Et l'auteur s'oppose à la manière habituelle de décrire le rapport des êtres humains à leur environnement comme à un objet qui serait indépendant d'eux, comme un environnement naturel, indépendant de la relation, du lien que les êtres humains établissent avec lui. Pour comprendre le lien que les êtres humains établissent avec leur environnement, il faut comprendre, il faut avoir une approche qu'on va appeler une approche herméneutique, c'est-à-dire il faut pouvoir interpréter le sens que les êtres humains donnent à leur environnement, et pas simplement décrire de l'extérieur les rapports de causalité entre les deux. C'est pourquoi il commence comme ça, il dit élucider la Phoudosei, la médiance, le rapport des êtres humains à leur milieu, c'est ce à quoi vise ce livre en tant que moment structurel de l'existence humaine. Alors, je vais commenter cette expression moment structurel de l'existence humaine parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses dedans qui peuvent peut-être éclairer un petit peu le passage que je viens de lire. Alors, moi je suis d'accord, hein, cette définition, c'est un peu abrupt, commencer comme ça l'ouvrage. En même temps, c'est une définition qui après va s'éclairer petit à petit. Moi, maintenant que j'ai lu le livre, j'arrive à comprendre, hein. C'est vrai que la première fois que j'ai lu, je n'avais pas compris. Mais en fait, c'est très précis. Il décrit très précisément ce qu'il veut faire dans l'ouvrage. Et si on s'attache sur tous les termes de cette expression moment structurel de l'existence humaine, on peut essayer de comprendre de quoi on retourne. Donc, je vais essayer de commenter ce passage. Watsuji parle pour caractériser le fait de vivre et d'être en rapport avec un milieu. Donc, en japonais, ça s'appelle Fudosei. Je prononce sûrement mal, mais ceux qui parlent japonais. Il le caractérise donc moment structurel de l'existence humaine. Alors, le terme japonais, qui est traduit ici par moment, c'est kaiki. Et kaiki, c'est le terme que les philosophes japonais utilisent pour traduire chez les philosophes allemands le terme Moment. Moment en allemand. C'est un terme qui est très utilisé dans la philosophie allemande, par exemple chez Hegel dans la phénoménologie de l'esprit. Moment, c'est pas simplement un, un moment, un point temporel. C'est plus fondamentalement une puissance de mouvoir, la puissance de mettre en mouvement quelque chose. Un peu comme en mécanique, peut-être en fait même dans la philosophie allemande, ça vient d'une métaphore mécanique, comme on parle parfois. Alors, je dois ce rapprochement à Augustin Berg qui fait une note là-dessus pour justifier sa traduction par moment. Il dit voilà, c'est une métaphore mécanique, un peu comme quand on parle du moment d'un couple de forces en physique. Euh, C'est-à-dire, le moment d'un couple de forces désigne la résultante de forces qui font tourner un système physique, permettre la rotation. Donc c'est vraiment ce qui, quelque part, au niveau d'un axe, permet de faire tourner quelque chose, qui met en mouvement des éléments différents. Donc, le moment structurel de l'existence humaine, ça veut dire que notre rapport à notre environnement, notre rapport à notre milieu, est ce qui enclenche, ce qui permet de faire tourner notre existence, qui enclenche ce qui nous permet de mettre en mouvement notre existence. Voilà. C'est-à-dire que il faut considérer qu'il y a un rapport dynamique qui s'instaure entre deux choses. D'une part, oui. Alors, oui, oui, non. Alors, c'est pas, c'est une bonne question parce que vu qu'on se situe dans une approche phénoménologique, c'est ce qui apparaît à la conscience. On a envie de dire que c'est quelque chose qui est conscient. Mais en un autre sens, on pourrait très bien dire que c'est pas conscient au sens où c'est pas une conscience réfléchie, où les gens se disent, bon, maintenant je vais mettre en mouvement mon existence. Okay, c'est pas comme ça que ça marche. Ça se fait
ça se fait en naissant dans un endroit, en imitant la manière dont les gens interagissent avec leur environnement. Voilà. En un sens, on peut dire que c'est inconscient en ce sens, mais euh, il faut bien que ce soit aussi conscient, au sens où bah, notre rapport à notre environnement nous affecte. Ça agit sur notre conscience. Mais ce n'est pas une décision volontaire, disons. C'est pas, c'est pas volontaire. Mais c'est quelque chose qui va structurer ensuite notre existence, notre rapport originaire à milieu de. C'est ça le moment. C'est pour ça, il faut pas faire le contresens de l'interpréter simplement comme un moment, comment dire, temporel. C'est ce qui justifie aussi hein, qu'on emploie le terme de milieu. C'est bizarre en fait, le terme milieu, désigner l'environnement, non? C'est quoi ça, le milieu? En fait, le milieu, c'est ça. Ça veut dire que il y a des éléments qui sont mis en relation par un intermédiaire. Le milieu est ce qui met en relation les êtres humains avec le sens, finalement, qui leur est extérieur. Donc, voilà. Il s'agit de penser ce rapport dynamique qui s'instaure entre deux êtres, deux moitiés d'êtres, qui sont d'une part l'homme et le milieu, et qui se constituent dans leur relation même. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Ah oui, oui, tout à fait, bien sûr. Euh, le traducteur de Watsuji, dont j'ai déjà parlé, là, Augustin Berg, dans cet ouvrage, toute la dernière partie est consacrée aux questions d'urbanisme. Et lui-même, en tant que géographe, il travaille avec des urbanistes. Bon, vous avez, je peux pas le retrouver là, mais vous avez des photos de différentes manières d'aménager les villes. Et donc à un moment, il compare le grand, ça vous connaissez, vous allez m'aider parce que j'ai oublié le nom, le grand bâtiment de Corbusier à Marseille. Ouais, voilà. Vous avez un immense bâtiment comme ça. Il compare ça avec d'autres manières d'aménager le territoire et euh, sur le type de rapport que ça introduit dans l'existence humaine, que d'habiter dans tel ou tel espace urbain. Bien sûr. Donc c'est pour ça que les urbanistes doivent faire de la philosophie. J'ai dit que les philosophes devaient faire de la géographie, mais ça va dans les deux sens. En fait, ce serait fécond de réfléchir ensemble. Voilà. Construire un bâtiment, par exemple, pour donner un exemple concret, vous avez raison, merci. Construire un bâtiment, c'est pas simplement loger une masse de gens, c'est influer sur leur existence. Ou détruire un quartier, construire un quartier, c'est modifier l'existence humaine en fait. Les transports, ouais. Bientôt, on peut faire des trucs un peu contre Paris. Bientôt, nous serons une banlieue parisienne. Vous avez vu qu'en 2027, le RER ira jusqu'à Mantes-la-Jolie. Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Alors, hein, dans la manière de... mais c'est enregistré, donc je ne devrais pas être. Oui, tout à fait. Donc, je vous conseille ce livre vraiment, hein, si ça vous intéresse, qui s'appelle donc Écoumène, Introduction à l'étude des milieux humains, Augustin Berg, qui a été publié en première édition de 1987, puis 2015. Donc, il a revu en tout temps après avoir traduit. Alors, une deuxième chose, voilà. Maintenant, il faudrait commenter ce que c'est que l'existence exactement. C'est le moment structurel de l'existence humaine. Alors, je vais dire deux mots aussi là-dessus. Donc, on a la mise en relation de deux éléments. Ces deux éléments sont, pour Watsuji, d'une part l'homme, l'être humain, individuel, qui se dit hito en japonais,
et d'autre part, les relations que les êtres humains entretiennent entre eux et avec leur environnement. Les relations, c'est Heidegger. Donc, on a d'une part l'être, chacun d'entre nous individuellement, et d'autre part nos relations avec nos semblables et nos relations avec l'environnement. Et le milieu, c'est ce qui permet de mettre en relation ces deux choses. D'une part l'individu, et d'autre part ses relations avec ses semblables et ses relations avec l'environnement. Et pourquoi est-ce qu'on peut parler vraiment d'existence au sens propre du terme? C'est parce que les relations que les êtres humains vont, par le biais de leur milieu, entretenir avec les autres humains et leur environnement, c'est l'aspect social, historique de la vie, et puis l'aspect relation avec l'environnement, Watsuji dit que ces relations, c'est une manière pour l'être humain de sortir, pour l'individu de sortir au-delà des limites de sa propre individualité. C'est-à-dire d'aller au-delà de ce qui est simplement individuel en nous. C'est pourquoi vraiment le fait de parler d'existence a tout son sens philosophiquement, puisque exister, au sens vraiment étymologique du terme, ça veut dire existere, c'est-à-dire sortir de soi, être en dehors de soi. Et bon, le fait que l'être humain, pour se constituer, trouver du sens dans son existence, opère cette sortie de soi, ne se réduise pas à son être individuel, c'est très important. Alors, c'est un thème que la phénoménologie, que j'ai évoqué tout à l'heure, traite souvent, mais c'est quelque chose qui est aussi confirmé par l'anthropologie. Cette idée que l'être humain se constitue vraiment comme humain par l'extériorisation, par la sortie de soi, qui s'humanise par le fait de ne pas se réduire à son individualité, tout simplement. Je voulais citer un anthropologue sur ce point qui corrobore un peu cette thèse de Vassouji, qui est André Leroi-Gourhan, que vous connaissez peut-être, euh, qui a écrit un ouvrage vraiment très intéressant qui s'appelle Le geste et la parole, dans lequel il montre que l'espèce humaine s'est constituée véritablement comme humaine, c'est-à-dire s'est dégagée de ses ancêtres primates, par l'extériorisation dans le monde des caractéristiques d'abord de son corps animal. André Leroi-Gourhan distingue le corps animal des humains de leur corps social. Il dit voilà, nous avons un corps animal au départ, et ce qui nous humanise, c'est que on va extérioriser dans le monde les caractéristiques de notre corps animal pour constituer un corps social. J'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, ça se fait par la technique, ce que dans son ouvrage il appelle le geste, et puis par des symboles, ce qu'il appelle la parole. Le geste et la parole, c'est sur le courage. Et donc, c'est ce que dit exactement Watsuji, c'est que le milieu est constitué par une sorte de sortie hors de soi de l'humanité qui va donner un sens à l'espace objectif qui l'entoure par ce que j'ai appelé tout à l'heure l'anthropisation et l'humanisation, par des techniques et par des symboles, par le biais desquels on va assigner un sens à ce qui nous entoure. Voilà. Donc ça, c'est un peu je pense que j'ai assez décrit là le concept de milieu qu'il élabore euh, et qui donne vraiment, voilà, qu'il essaye de penser philosophiquement dans un premier temps. Toute la première partie, c'est cet aspect conceptuel où il essaie de décrire en se positionnant par rapport à Heidegger, en insistant sur l'importance de la spatialité pour l'être humain par rapport à simplement la temporalité, et puis sur le sens que les êtres humains donnent à leur environnement. Alors, l'exemple que vous avez donné tout à l'heure de l'urbanisme est très intéressant et très pertinent. Euh, Après, Batsuji, pour une raison que vous allez m'aider à comprendre, parle plutôt, quand il parle de milieux beaucoup plus naturels. Des milieux, alors, justement, en même temps, les milieux naturels sont toujours aussi humains. Mais, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il va distinguer les milieux de mousson, les milieux de désert et les milieux de prairie. Il va pas, pourquoi est-ce qu'il distingue pas les milieux, je sais pas, urbains, en fait. Alors, les milieux de montagne, ça va avec les milieux de mousson. Il va l'inclure dedans comme une sous-région de milieux de mousson. Mais après, il y a différents types de montagnes aussi. Il insiste là-dessus, par exemple, il a un passage où il compare les montagnes du désert de l'Arabie avec les montagnes
qu'on appelle les montagnes bleues au Japon. C'est-à-dire boisées en fait. Et il oppose vraiment les deux, ces deux rapports à l'espace tout à fait différents si on a des sortes de montagnes arides, désertiques, et si on a des montagnes bleu montain à l'espace. Il traduit montagne bleutée. Ouais, vous avez là-bas l'ouvrage sur le Fuji. Alors, bon, toute la deuxième partie, pardon, parle de cela. Donc, on a plus d'une centaine de pages là-dessus, donc je vais pas tout décrire, mais je vais essayer de ressaisir la structure. Donc là, ce dont j'ai parlé, c'est le chapitre 1, plus ou moins. Le chapitre 2, ensuite, s'intitule Trois types de milieux. C'est les trois types de milieux dont je viens de parler. Après, vous avez un troisième chapitre où il s'intéresse au milieu de mousson en particulier. C'est le chapitre qui a fait qu'on l'a rangé dans la catégorie de la mythomologie, puisqu'il insiste vraiment sur les caractéristiques particulières du Japon. Donc les milieux de mousson, vous connaissez la mousson? J'ai peur de dire de bêtises. Euh, ça se caractérise par le fait que vous avez un vent chaud qui vient de l'océan vers le continent en été et qui va du continent vers l'océan en hiver. Ce qui fait que vous avez des très grandes précipitations à un moment dans l'année et l'autre moitié de l'année, vous avez un air qui est extrêmement quoi? Sec, oui. Et dans l'autre cas, extrêmement humide. Voilà. Donc vous avez une alternance entre ces deux. Et donc ça, c'est un phénomène naturel, d'accord? Mais ça a des incidences sur la manière de vivre et sur la culture aussi. Et celui dans ses descriptions hésite, enfin, c'est pas toujours clair, moi je trouve à la lecture, si il en donne une interprétation herméneutique. Voilà, qu'est-ce que le fait de vivre dans un milieu de mousson nous dit par exemple sur l'art des paysages, sur les jardins à la japonaise, ou si il a une approche déterministe. Et notamment quand il étudie les autres types de milieux, c'est parfois un peu déterministe. Ce qu'il dit, bon, je vais donner un exemple tout à l'heure, comme je vous l'ai promis. Euh, Mais d'abord, je voulais dire une autre chose, c'est que, donc, c'est sur cette question du rapport de l'être humain, enfin, ce qu'il faut entendre du coup par être humain. Euh, il y a deux mots en japonais qu'utilise Watsuji pour parler de l'homme. Quand il parle de l'être humain, il parle de l'homme. Il y a donc celui que j'ai déjà cité qui est Hito, qui désigne l'homme individuel. Et puis il y a Ningen, qui désigne justement, de manière plus générale, l'existence humaine en tant qu'elle est sociale. Ningen, en japonais, ça s'écrit avec le même kanji que Hito, plus un autre qui désigne le lien. C'est l'homme, mais dans ses liens avec à la fois les autres et son espace environnement, son environnement. Euh, et alors ça, je voulais insister là-dessus, c'est-à-dire que l'être humain, on ne peut pas le penser simplement comme individu. Et souvent, dans la phénoménologie notamment, on pense l'être humain, on le décrit à partir de l'expérience de l'individu simplement. Voilà. Alors ça, c'est très important. C'est ce qui permet, par exemple, à Watsuji de critiquer Heidegger sur un point précis. Donc je vais le dire pour ceux qui sont intéressés par ça, mais je ne vais pas insister dessus. Heidegger fait de l'être pour la mort le sens finalement ultime, quelque part, de l'existence humaine. L'existence humaine ne devient vraiment authentique qu'une fois que l'être humain assume le fait qu'il est orienté vers la mort, qu'il va mourir. Voilà. Et donc ça, il faut le méditer et en faire l'objet d'une angoisse révélatrice de certaines choses, etc., chez Heidegger. Et Matsuji critique ce point en disant que, en fait, ça marche que si on se situe du point de vue de l'individu. Parce qu'effectivement, l'individu va mourir, donc si on se place du point de vue d'un individu, le terme de l'existence, c'est la mort, ça peut pas être autre chose. Mais, si on se place du point de vue de l'existence humaine dans ses liens avec les autres, et dans ses liens avec les milieux, à ce moment-là, on peut voir que
bah, cette humanité qui s'extériorise dans nos relations, dans notre environnement aussi, survit à la mort de l'individu. Et donc, Watsuji s'oppose frontalement à Heidegger, il parle même de être vers la vie, plutôt que d'être pour la mort, comme sens fondamental de l'existence. Puisque ce qu'il s'agit de faire, c'est de tisser des liens avec les autres, avec l'environnement, et d'avoir une préoccupation vis-à-vis de cela, de choses qui nous survivent. Augustin Berg euh, va même plus loin en disant que on peut à partir de là peut-être interpréter certains phénomènes religieux, disant que finalement peut-être les religions sont la manière symbolique de donner un sens à cette survie de l'individu à sa propre existence individuelle. Les êtres humains ont senti depuis toujours inconsciemment que leur existence ne se terminait pas avec la mort. Mais peut-être c'est pas qu'on a une âme immortelle, mais c'est que les liens que nous tissons continuent à vivre par-delà notre individualité. Et donc ça a des incidences assez importantes, je trouve, cette manière de conceptualiser l'existence humaine dans ce qui dépasse son individualité uniquement. Alors, je vais pas décrire tout de suite, je vais plutôt en parler dans. Ouais. Alors, des différents types de milieux. Euh, Ce que je voudrais faire maintenant, parler encore un peu. Je ne vais pas vous ennuyer. Il faut que vous vous endormiez. Je commence à dire des choses pas intéressantes, comme ça je sais que je dois me dépêcher. Je voulais donner trois implications qui me semblent importantes de la perspective que je viens de décrire là un petit peu, mais vous allez me dire après si c'est clair, de Watsuji. Les enjeux un peu de penser de cette manière. Quels sont les enjeux? Qu'est-ce que ça peut nous apporter en fait quand on réfléchit à des questions qui nous intéressent, peu importe aujourd'hui. Donc, je vous propose de réfléchir sur trois implications de la perspective de Watsuji. Une implication ontologique, je vais expliquer ce que l'on entend par là, et les implications éthiques et les implications esthétiques. Donc, si on parle d'ontologie, alors l'ontologie, c'est la description des différents types d'êtres. Qu'est-ce que c'est que être? Quels sont les types d'existants? Quels sont les êtres qui existent dans le monde? Alors, si on adopte la perspective de Watsuji, c'est-à-dire de considérer que la nature, c'est pas un objet extérieur, mais c'est un milieu qui est tissé des relations à la fois entre les humains et du sens que les êtres humains donnent à leur environnement, on peut dire que cette perspective s'oppose à la fois à l'objectivisme et à ce qu'on lui oppose habituellement, à savoir l'animisme. Parce que, alors, je vais décrire peut-être rapidement ces deux termes. L'objectivisme, c'est, disons, la perspective des sciences naturelles, de la science physique par exemple, qui consiste à décrire, en termes de pure extériorité, les phénomènes naturels. Voilà, on va les réduire à leurs éléments, qui sont de la matière inerte, à la fin, hein, qui est régie par de la causalité mécanique. Voilà. Évidemment, parler de milieu, ça veut dire qu'on ne peut pas considérer l'espace uniquement comme un espace objectif. Ça ne veut pas dire que la physique est fausse, hein. La physique est vraie, mais elle décrit un aspect partiel de notre expérience. Et, euh, et peut-être elle laisse échapper ce qui fait le sens de l'expérience, même si elle permet évidemment d'agir sur l'environnement. Alors, ceux qui voient des problèmes avec l'objectivisme, avec l'approche objectiviste qui réduit la nature à simplement des pures ressources objectives et qui a des conséquences écologiques, hein. L'approche objectiviste de la nature, ça veut dire que la nature, c'est quelque chose qui est à notre merci, un ensemble de ressources qu'on peut s'accaparer sans se poser de questions jamais sur les conséquences que ça peut avoir, puisque seuls les sujets humains sont porteurs de valeur. Enfin, la matière en tant que telle, on peut la casser, ça c'est pas grave, elle ressent rien. C'est pas grave. Voilà.
ceux qui perçoivent ces problèmes, souvent, ont tendance à partir un peu dans l'autre sens trop rapidement et à défendre une approche animiste. L'animisme, c'est un peu le contraire de l'objectivisme. Ça consiste à dire que bah, tout a une âme. Donc, peut-être si je place à l'âme de la bouteille. Si je coupe un arbre, peut-être que l'âme de l'arbre souffre. Bon. Donc, l'animisme, c'est une manière de s'opposer à l'objectivisme. Il y a toute une tradition animiste au Japon. Mais Watsuji n'est pas animiste. Il ne défend pas une approche animiste de la nature. C'est vraiment, je trouve, c'est assez beau dans son approche, c'est que c'est ni objectiviste ni animiste. Euh, Puisque c'est pas objectiviste au sens où un milieu humain, euh, le sens de notre existence dépend du milieu dans lequel on vit. Bon, voilà. Donc c'est pas simplement de la pure causalité. C'est pas un objet neutre dont on peut faire ce qu'on veut. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a une âme spécifique à la nature. C'est finalement ce que les animistes appellent l'âme de la nature, c'est le sens de nos relations à la nature. Voilà. Euh, Et donc, voilà, ça c'est une ontologie spécifique, c'est-à-dire c'est une définition du type d'être, du type de rapport que l'on entretient avec la nature, du type d'être qu'est le rapport qu'on entretient à la nature. On va dire c'est une ontologie de la relation. Plutôt que de penser des substances comme ça, il faut penser la relation que les êtres entretiennent entre eux. Voilà. Et donc on pourrait dire, je pense, une des conséquences de ça, c'est que si on extrapole un peu les considérations de Watsuji sur le milieu, on pourrait dire que s'il faut se soucier de notre rapport à la nature, ce n'est ni pour l'utilité que la nature peut avoir pour nous, ce qui serait la réduire à une simple ressource, voilà. Il faut protéger les abeilles car elles pollinisent les fleurs. Si on, maintenant, on peut construire des sortes de petites abeilles mécaniques qui vont polliniser, hein. Est-ce que ça veut dire qu'à ce moment-là, il faut plus protéger les abeilles? Donc, euh, si on extrapole, je pense vraiment qu'on peut dire ça. On peut dire que le rapport à l'écologie ne doit ni être un rapport purement se justifier, enfin, le rapport à la nature ne doit pas se justifier par un rapport purement utilitaire, mais ne doit pas non plus se justifier parce que la nature aurait une valeur intrinsèque en soi. Ce que proposent certains courants écologiques, par exemple, ce qu'on appelle l'écologie profonde, c'est-à-dire que la nature est dotée d'une valeur en soi, et même on pourrait dire que finalement, si les êtres humains font trop de mal à la nature, vaut mieux que les êtres humains disparaissent, que la nature, qui a une valeur en soi, puisse continuer à subsister. Mais ça, dans la perspective de Watsuji, ça n'a aucun sens, puisque ce qui confère de la valeur à la nature et aussi aux individus, c'est leur relation, en fait. Donc, voilà. Ce qui fait la valeur de la nature, c'est que c'est un milieu de vie qui est rempli de sens. Mais ce sens n'est pas indépendant de nous. Mais nous ne sommes pas non plus indépendants de la relation qu'on entretient avec l'environnement. Donc, bon, moi je trouve que c'est une position subtile. Peut-être vous trouvez que c'est une position absconse, trop facile. Mais moi je trouve que ça permet d'éviter deux écueils, c'est-à-dire à la fois le fait d'avoir une pure être comme maître et possesseur de la nature, d'une part, comme aurait dit Descartes dans la, le discours de la méthode, et d'être dans une sorte de mystique un peu irrationnelle de la nature qui aurait finalement une valeur indépendante complètement et même supérieure aux êtres humains qui, le mieux qu'ils puissent faire, c'est d'arrêter de se reproduire ou de s'auto-exterminer pour que la nature puisse vivre de sa propre vie. Il y a peut-être une autre manière de penser, mais bon, c'est pas possible. Donc là, on peut voir déjà qu'il y a des enjeux aussi éthiques sur cette position. Alors, je vais dire quelques mots aussi, voilà, justement sur les enjeux éthiques. Alors, pour commencer, il faut dire quand même que on marche un peu sur des œufs en même temps, dès qu'on pense le rapport des êtres humains à leur milieu, parce que une manière de lire Watsuji, je l'ai dit, c'est de le lire comme une exaltation du milieu japonais. Et ça, on connaît ça aussi, je veux dire, les pensées
réduire les êtres humains à leur terroir. La pensée du terroir, le fait que, voilà, il y a l'âme d'un peuple qui est liée à son terroir, par exemple. Et qui conduit à une incommunicabilité entre les cultures. Voilà, si finalement, ce que vous pensez est viscéralement lié au type de forêt dans lequel vous habitez, vous ne pouvez pas communiquer avec les gens qui habitent dans les montagnes ou dans les villes. Bon. Euh, Donc, l'exaltation nationaliste de la spécificité d'un milieu peut être une conséquence aussi éthique de ce genre de réflexion. Faut, faut faire attention. Enfin, je sais pas, c'est bien, je sais pas, il y a des nationalistes qui pensent qu'on est lié de manière viscérale à son lieu de naissance. Mais c'est pas ce que Watsuji veut dire non plus. Mais on voit bien que dès qu'on parle du rapport vivant des êtres humains à leur milieu, bah, le milieu c'est quand même l'endroit où on est né, enfin pour la plupart des gens, pas pour tout le monde. Mais justement, c'est pour ça que l'importance des voyages, c'est pour ça qu'il y a une importance des voyages aussi, c'est-à-dire de s'ouvrir à d'autres milieux. Et ça, c'est une chose que dit notamment Watsuji, c'est que en fait, approfondir le sens d'un milieu particulier ne devrait pas enfermer dans son milieu, mais de comprendre sa spécificité et de permettre de mieux comprendre aussi la spécificité d'autres milieux pour pouvoir ensuite échanger, en fait enrichir euh, notre expérience de l'humanité, plutôt que d'uniformiser les expériences. Donc ça, je trouve que ce serait une conséquence éthique peut-être plus intéressante, c'est de penser la relation et la spécificité, certes, culturelle des milieux humains, mais avec la possibilité que l'approfondissement de la singularité de chaque culture, c'est-à-dire culture en fait, d'après Watsuji, c'est ça, c'est le rapport de certains êtres humains à leur milieu et tout le sens qu'ils lui donnent et la manière dont cela interagit avec leur propre activité. Donc voilà, ça pourrait enrichir les différentes manières d'habiter la Terre et de s'ouvrir à la spécificité des autres cultures. Donc non pas aller vers le sens d'un particularisme qui enfermerait chacun dans son lieu de naissance, mais pas d'aller non plus vers une sorte d'uniformisation ou d'universalisme comme ça de surplomb, mais vers ce que un phénoménologue qui s'appelle Merleau-Ponty appelle un universel latéral. C'est-à-dire essayer de voir ce qui est commun aux êtres humains, mais pas en effaçant les différences, mais en essayant de comprendre les spécificités des différentes manières d'être humain. Bon, vous me direz alors, en ce qui concerne l'esthétique, il y a des passages aussi très intéressants dans le chapitre 4 qui s'appelle le caractère médial. Médial, c'est l'adjectif qui va être milieu. Le caractère médial de l'art. Et alors, je ne vais pas tout décrire parce que donc je vais essayer de synthétiser ce que Watsuji dit sur l'esthétique en donnant juste un exemple. Euh, voilà, cette approche des milieux peut permettre aussi de donner un sens peut-être aux différents types d'art qui sont nés dans différentes cultures, qui sont en lien avec différents types de milieux. C'est vrai que on ne peut qu'être frappé par le fait que, bah, en Grèce antique, il y a un certain type d'art qui est né. Dans la Renaissance italienne, il y a un autre type d'art. Au Japon, il y a encore un autre type d'art. Et il y a même des arts au Japon que dans d'autres cultures, on ne considère pas comme des arts. Comment ça se fait, hein? Et donc, ça peut être mis en relation avec une pensée du milieu, qui dit Watsuji, avec la manière dont les gens vivent leur milieu, avec l'ambiguïté. Donc, je traiterai en conclusion sur est-ce que on peut le penser sur un mode non déterministe. Alors, une distinction intéressante que j'ai trouvée dans ce chapitre, c'est une distinction que fait Watsuji entre, d'une part, les arts de la vue, les arts qui sont liés à la forme, qu'il fait naître en Grèce. Vraiment, voilà, il dit, c'est bien que la sculpture grecque, on a l'impression que la beauté est directement visible dans la forme extérieure et qu'il n'y a même pas d'intériorité cachée.
toute l'intériorité est directement visible sur la surface de la sculpture. La forme, et il relie ça au fait que les arts qui insistent, enfin, qui se concentrent sur la beauté de la forme des choses, la sculpture, mais aussi la peinture, sont liés à l'établissement de règles rationnelles. Pour la sculpture, pour la peinture, il y a certains, à la fois des canons. Canon, ça veut dire, ah, c'est un roseau, mais c'est ce qui permet de tracer une droite. Des règles rationnelles, vous avez plein de traités de peinture depuis, notamment à partir de la Renaissance, sur la question de la perspective, par exemple. Donc, il dit, voilà, il y a, semble-t-il, un lien qui n'est pas un lien de pure causalité, mais qui a un lien entre la manière dont les êtres humains qui vivent, qui suivent la tradition grecque, perçoivent la nature, essayent de la rationaliser, de la penser comme quelque chose qui est doté de lois rationnelles, et leur art, qui lui-même est fait de règles rationnelles, rationalisables, et de formes euh, visibles, stables et délimitées. Et voilà, alors, lui, il relie ça au fait que dans les milieux de prairies, donc l'Europe appartient à un milieu de prairies, la nature est moins changeante et moins irrationnelle, justement. Elle se prête plus à une approche rationnelle que, par exemple, au Japon, où la nature est beaucoup plus foisonnante, chaotique, anarchique, et qui vient détruire régulièrement des habitations. Et donc, c'est peut-être pas par hasard, voilà, que la science physique, par exemple, et la sculpture grecque sont nées au même endroit. Et ne sont pas, et qu'au Japon, ce n'est pas né au Japon, par exemple. Alors, en même temps, bon, je sais pas ce que tu en penses, est-ce que c'est déterministe, ça? En plus, je trouve que historiquement, c'est, quand on, c'est difficile d'assigner vraiment. On a l'impression que là, c'est un peu déterministe en même temps, non? C'est-à-dire, la, la nature serait rationnelle en Occident, donc l'art et la science seraient rationnelles. Au Japon, la nature est un peu plus violente. Alors, il compare aussi le milieu de mousson des Japonais donc à l'Europe, mais aussi au milieu de désert. Donc il dit, dans le désert aussi, c'est violent, mais en même temps, la différence, c'est que la violence de la nature au Japon est aussi profusion. C'est-à-dire vous avez des poissons en quantité qui sont déversés sur les bancs. Enfin, c'est vraiment très facile d'aller pêcher les poissons au Japon, vraiment partout. C'est ce qui le frappe d'ailleurs quand il arrive en Méditerranée. Il dit, moi, tout ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'y a pas de bateaux de pêche. Il y avait des bateaux de pêche, mais il n'y en avait pas une quantité comme au Japon, où, à un moment, je sais pas si c'est vrai, il dit qu'il y a probablement, à son époque, le nombre de bateaux de pêche du Japon, c'est plus de la moitié de l'ensemble des bateaux de pêche mondiaux. Voilà. Donc, euh, la nature, elle est foisonnante, etc. Mais en même temps, il n'y a pas besoin non plus d'aller arracher ses secrets. Enfin, en tout cas, elle est mystérieuse quelque part, mais en même temps, elle donne. Mais elle retire aussi. Alors que dans le désert, c'est vraiment aride. Donc, et d'ailleurs, il y a un moment donné, il a une interprétation aussi un peu déterministe, je trouve, où il fait un lien entre la naissance des monothéismes dans le désert. C'est un, voilà, il dit la nature aride a produit, le désert aride a produit le Dieu personnel et sévère. Mais bon, bon, sur le premier exemple, je vais revenir sur l'exemple du Dieu, sur l'exemple de la rationalité. Justement, Augustin Berg attire l'attention sur le fait que là, peut-être que Matsuji confond ce qu'il avait pourtant distingué, à savoir Shutasei et Shukansei, la subjectivité et la subjectivité. Est-ce que là, il n'est pas en train de projeter
sa propre subjectivité, sa propre incompréhension, enfin, son propre rapport d'étrangeté à la nature européenne, plutôt que d'une manière herméneutique, essayer de comprendre comment les Européens eux-mêmes vivent leur rapport à la nature. Je veux dire, si vous lisez par exemple les corpus hippocratiques, ou même la philosophie d'Aristote, on voit très bien que la nature, sur la Terre, ce que Aristote appelle le milieu sublunaire, c'est-à-dire tout ce qui est en dessous de la Lune, c'est le chaos, c'est l'anarchie. Au-dessus, là, on voit les sphères célestes, c'est vachement ordonné, et puis là, dès qu'on descend sur la Terre, il y a des naissances, des morts, de la putréfaction, des choses bizarres qui se passent. Donc, les Européens, on pourrait très bien soutenir la thèse inverse, ont inventé la science physique parce qu'il y avait besoin, au contraire, de rationaliser quelque chose qui leur apparaissait comme assez irrationnel. Donc, moi, je trouve que c'est très intéressant comme théorie, mais bon, c'est discutable sur ce point. Euh, Alors, bon, je finis quand même la distinction. Il distingue les arts comme ça de la théoria, vraiment, de la contemplation de formes belles. Alors, il y a plusieurs termes qu'il emploie pour désigner les arts du Japon. Il dit, voilà, les arts au Japon sont beaucoup moins fixés sur la vue que sur le, le ressenti. Alors, c'est un terme un peu vague. Il y a un autre terme qu'il emploie, c'est kiai, qu'on peut traduire de différentes manières. C'est aussi le cri, c'est un cri de guerre dans les arts martiaux. Mais c'est aussi, alors c'est traduit par l'accord des souffles. Dans- C'est comme ça que Steinberg traduit kiai. Euh, C'est l'accord des souffles entre différentes choses, plutôt que la forme visible qui est importante dans un endroit où la nature ne se donne pas comme quelque chose de facile à domestiquer, dans des formes visibles stables, mais où elle est une sorte de puissance à la fois violente et aussi qui donne. Et donc, c'est comme ça que Matsui essaye de donner du sens au fait qu'il y a des arts au Japon complètement originaux. À savoir, il y a un art de parfum extrêmement développé, ou un art de la cérémonie du thé, un art des jardins aussi tout à fait spécifique, qui n'est pas du tout le même. Voilà, c'est plus simple, c'est de comparer avec les jardins à la française. On pourrait comparer, il fait la comparaison avec les jardins à l'anglaise aussi. Mais bon, si vous comparez les jardins à la française, extrêmement géométriques, rationnels, c'est vrai que voilà, ça c'est frappant. Oui, ouais, 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 ouais. Oui, ou le. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Il cite aussi le théâtre No ou le kabuki, où on a l'impression aussi que c'est extrêmement codifié. Quand on n'a pas les codes, on comprend rien. Mais c'est vrai que c'est pas du tout le même type de théâtre que le théâtre occidental. C'est-à-dire, c'est pas l'important, c'est pas qu'il y ait une histoire, des personnages uniquement. Ça repose sur, on a l'impression, effectivement, l'expression soi-même de quelque chose d'autre. Mais oui, vous avez raison. C'est vrai qu'on pourrait dire que c'est très codifié et que même les relations sociales aussi sont très codifiées au Japon. Ouais. Oui, ouais, voilà. Ouais. Si on prend le genre, bah oui, non, mais c'est pour ça. Euh, mais alors, il a un passage où il essaye, mais j'ai pas été convaincu, donc je ne m'en souviens plus, où il essaye de dire que justement, même le jardin à l'anglaise, c'est quand même dans la ville. Et donc c'est une manière, en fait, oui, ce qu'il dit, c'est que c'est une manière quand même de domestiquer la nature en se donnant l'illusion qu'on en garde quelque chose de la sauvagerie, mais c'est quand même extrêmement, comment? Voilà, c'est extrêmement organisé, mais dont le principe d'organisation a été masqué, on l'a fait oublier, alors qu'au Japon, il décrit la manière dont les mousses, voilà, on peut faire des jardins avec disposition de certaines mousses, simplement, qui, elles, par contre, voilà, justement, c'est beaucoup moins maîtrisable qu'un arbre, par exemple, ou des choses comme ça. Parce que là, c'est vraiment la disposition d'une pierre, juste d'un petit banc de mousse et d'un, d'un, oui, et d'un bonsaï, ouais, qui va déjà donner tout de suite un jardin,
et où, en fait, une sorte de souffle passe entre les trois. Voilà, c'est ça qu'il appelle l'accord des souffles. C'est-à-dire, c'est quelque chose d'invisible. En fait, c'est ça qu'il veut dire, je pense. C'est que c'est pas uniquement la forme visible, mais il y a quelque chose d'invisible qui passe et qui est, et qui, du coup, est symbolique. Oui, c'est ce rapport de médiance, de sens. Oui, tout à fait. Mais c'est pour ça que c'est bizarre aussi de décrire ça en termes de causalité, parce que ça dépend du sens que les êtres humains donnent aux choses. Mais peut-être que les Japonais ne donnent pas un sens aussi codifié à ce qui pour nous apparaît comme très codifié. Je sais pas. En fait, j'ai pas assez de connaissances non plus, donc ouais, voilà. Bah, en tout cas, il faut pas être européen, saisir la beauté du Dorifort ou l'orige d'Elfe, de la statuaire grecque ou de la peinture de la Renaissance. Donc normalement, on peut penser que, et puis en un sens, peut-être qu'on n'arrive pas à le conceptualiser, mais vous êtes des lecteurs de la littérature japonaise, non? Donc, on peut être sensible à l'art japonais, même quand on ne vient pas de cette culture. Ouais. Ça tiendrait à quoi, à votre avis? Est-ce que vous avez réussi à préciser un peu? Est-ce que c'est à l'écriture ou dans la manière dont les... Vous parlez des romans? Mhm, mhm, mhm. Ok. Mais là, vous êtes plus connaisseur que moi, donc allez-y, vous m'apprenez des choses. Après là, j'ai pas lu ce livre de Murakami, mais la manière dont vous en parlez, j'ai l'impression que c'est quand même plus, c'est presque animiste, la description de la ville. Non? Ouais, ok, d'accord. Ok. La nuit, ouais, ouais, ouais. Oui, ouais. Oui, c'est vrai.
Oui, oui. Mm. Oui, et mm, qui a pu produire aussi un repli nationaliste ou un, en tout cas, après, quand il écrit, à l'époque où il écrit, il y a déjà une pénétration de la culture occidentale dans des mœurs occidentales, même dans la manière de se vêtir, il en parle au Japon. Alors, je connais pas assez bien l'histoire du Japon. Je sais qu'il y a une période dont j'ai oublié le nom, qui est une période vraiment de fermeture du Japon, qui est au 19e siècle, jusqu'aux années 60, je crois, 19e siècle. Et après, il y a une progressive ouverture quand même. Alors, les Meiji, justement, c'est quand il y a l'ouverture. Et la période d'Edo. Ouais, ok. Alors, pour conclure, mais ça c'est juste pour rigoler, hein, c'est pas une vraie conclusion. Mais bon, on va faire semblant de conclure. Non, oui, allez-y, pardon. Excusez-moi. Oui. Ouais. Oui. Oui, vous faites référence à la manière dont les étrangers sont perçus au Japon de manière. Ouais. Ouais. Mhm, mhm. Ouais. 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 Alors, c'est une très bonne question. Euh, bah, je crois que c'est une aporie, enfin, c'est une tension qu'il y a dans toute pensée du milieu, du rapport des hommes à leur milieu, parce que j'ai insisté sur la nécessité de penser le rapport à l'espace, le rapport au milieu pour comprendre concrètement l'existence humaine. Et c'est vrai que une des implications de ça peut être de réduire les êtres humains, les êtres humains à leur espace, leur milieu, et donc de les enfermer, ou d'avoir un repli et d'avoir un rapport aux étrangers qui, qui est un rapport soit de rejet, soit d'incompréhension, soit d'incommunicabilité, hein. Alors, je veux bien vous lire un petit passage où il essaie de traiter de cela, si je le retrouve, parce qu'il essaie de se distinguer quand même, justement. Alors, c'est Sakoku, le régime de fermeture, le régime de fermeture du pays sur lui-même, 1603-1867, par le shogunat des Tokugawa. Non? Euh, Essaye de retrouver le passage. C'est à la fin de l'un des chapitres. Désolé. Je pense pas. Voilà, c'est à la fin du chapitre sur le caractère de l'art, l'idéal de l'art. Ok. Donc je vous lis un passage où il oppose l'art ori- oriental et l'art occidental. Et à partir de là, après, il s'interroge sur est-ce que ça enferme chacun dans son. Donc c'est à partir de la question esthétique, mais ça rejoint votre question sur l'éthique. Est-ce que le fait de penser la spécificité des milieux, je sais pas si je reformule bien votre question, est-ce que penser la spécificité des milieux
conduit à s'enfermer dans son milieu et à vouloir forcément assimiler de force tout étranger plutôt que d'essayer d'entretenir une relation avec lui. Donc voilà ce qu'il dit. Euh, il parle du sens du paysage chez les peintres de paysages japonais. Même s'il s'agit de peinture de paysage, il n'est pas question de saisir dans l'expérience que l'on en fait quelque chose de régulier, quelque structure immuable. Tout comme les moines zen d'exception expriment leur état de délivrance en quelques simples vers sur un paysage, le paysage est là simplement comme un symbole exprimant quelque chose d'infiniment profond. Certes, je ne prétends pas que tous les artistes d'Orient y soient parvenus, je veux simplement indiquer que dans l'accord des souffles des artistes qui ont su apprendre quelque chose de la nature sauvage et irrégulière de l'Orient, quelque chose en outre d'un sens abyssal dans l'exubérance de ces formes s'exprime fortement une tendance dont il serait vain de chercher l'appareil dans l'art d'Occident. Tout cela est du passé. De nos jours, où le monde paraît s'être unifié, la stimulation des cultures étrangères semble sur le point d'anéantir les particularités de la nature. Pourtant, celles-ci ne peuvent pas disparaître. En toute ignorance et inconscience, comme autrefois l'on est soumis à ces contraintes, comme autrefois l'on y est enraciné. Même les Japonais à la russe, les Japonais à la russe, c'est les communistes japonais, même les Japonais à la russe, qui pourtant, alors là, il fait une petite pique pour les communistes. Euh, ah oui, c'est bien ça, c'est rigolo. Même les Japonais à la russe, qui pourtant semblent s'être les plus intrépidement libérés des traditions de ce passé, comme ils témoignent bien de leur japonité dans l'impatiente excitabilité de leurs mouvements. C'est pas la lenteur là, ils sont excités, ils veulent tout de suite tout réformer. Il est sans doute plus facile de vaincre la bourgeoisie que de vaincre la variabilité du climat nippon. Alors, voilà le passage après. Nous éveillant au sens destinal qui nous a fait naître dans ce milieu, nous devons l'aimer. Avoir un tel destin n'est en soi ni exceller, entre guillemets, ni couronner l'édifice des nations. Donc ça, ce sont des expressions courantes et traditionnelles du nationalisme au Japon. Je lis la note de Burke, Justin Burke. Sugureta et Bankoku ni Kantaru. Donc, c'est exceller et couronner l'édifice des nations. C'était la propagande du nationalisme japonais. Et là, il s'oppose à ça. Mais vous voyez, c'est ambigu. En même temps, il dit qu'il faut aimer le milieu dans lequel on est né, mais ça ne veut pas dire qu'on va exceller, couronner l'édifice des nations et donc être au-dessus des autres. Donc, nous éveillons au sens destinal qui nous a fait naître dans ce milieu, nous devons l'aimer. Avoir un tel destin n'est en soi ni exceller, ni couronner l'édifice des nations, mais en le faisant vivre, tout en le dépassant, nous pourrons enrichir la culture humaine d'une originalité inaccessible aux autres peuples. Mais pas aux autres individus, à mon avis. S'il parle des peuples, c'est-à-dire, le fait que quelque chose naisse dans un certain peuple, ça ne veut pas dire qu'un individu d'un autre peuple ne peut pas s'y initier. Enfin, moi, c'est comme ça que je le dis. Ce n'est qu'ainsi, en outre, que l'on pourra donner du sens à la diversité des caractéristiques régionales de la Terre. Vous voyez? Ouais, voilà, c'est ambigu. Ouais, ça, c'est bien, j'aime bien. Oui, le communisme, oui, c'est vrai. Ouais. Après, oui, ouais, ouais, il désigne, ouais. Ouais. Je sais pas si c'est une bonne conclusion, donc je vais quand même dire encore un mot sur. Mais bon, on est dans le. Non, mais c'est vrai. Moi, je veux pas gommer l'ambiguïté. Il me semble, c'est à la fois il y a un intérêt profond de penser le rapport au milieu, et il faut le faire en ayant conscience des dangers que ça peut avoir. Oui. Ouais. Mhm. Ouais. Bien sûr, vous avez raison. Oui. Ouais.
Un moment, Watsuji dit que le milieu, c'est la chair de l'homme. Euh, mais je sais pas s'il a lu Merleau-Ponty. Des cours sur la nature de Merleau-Ponty, même les philosophes français ont accès depuis pas beaucoup de temps, hein, c'est publié depuis pas très longtemps. Après, bon, il y a les textes de Merleau-Ponty comme le visible et l'invisible, des choses comme ça. C'est c'est postérieur à mon avis, de toute façon. Parce que oui, non, Merleau-Ponty c'est postérieur aux années 30. Après, Watsuji enfin, vit jusqu'aux années 60, mais donc, mais à ma connaissance, enfin, d'après la lecture que moi j'ai eue de son texte, il n'y a pas de trace ici explicite de dette ou de discussion avec les philosophes français. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas pu, qu'il n'en ait pas lu et qu'il les ait métabolisés. Mais à mon avis, c'est la référence, c'est vraiment la phénoménologie allemande. Non, c'est au détour comme ça. Qui dit ça. C'est comme ça que. Alors, il cite des géographes français. On voit qu'il a lu justement à un moment donné. En fait, ces chapitres ont été écrits à différentes époques. Enfin, sur quelques années, mais à différentes époques. Et après, il les a réunis dans. C'était des articles au début qu'il a réunis dans l'ouvrage Foucault. Et quand il écrit une préface lors de la publication, il dit qu'il regrette de ne pas avoir eu connaissance de justement du géographe que je citais tout à l'heure, Lucien Febvre, sa critique du déterminisme. Mais c'est vrai qu'il y aurait des rapprochements, peut-être même des études ou un article à faire sur le rapport avec Merleau-Ponty ou avec. Je sais pas si vous pensiez à d'autres philosophes peut-être français avec qui il pourrait y avoir un dialogue. Ouais. Ouais. Si, mais allemand, en fait. Il se réfère à des anthropologues allemands, plutôt. Ouais. Après, l'idée d'animal social vient de la philosophie, hein, c'est Aristote. Mais c'est vrai, oui, oui. Mais, alors justement, on trouve ça chez les anthropologues, mais lui, ce qu'il veut, c'est, il veut dire qu'il faut que ça devienne une question philosophique. C'est-à-dire que il n'y a pas de raison de laisser ça, cette question du rapport de l'homme à sa société et à son environnement, simplement à des sciences spécialisées. Parce que finalement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que les, les géographes vont nous parler du rapport à l'espace, les sociologues vont parler des classes sociales, les anthropologues vont nous parler de l'évolution des êtres humains, mais tout ça, c'est le même être humain. À un moment, il faut bien tout ça soit une seule et même réalité. Donc, il faut qu'à un moment, ouais, 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 c'est vrai. Mais les anthropologues, quand même, souvent le pensent en termes, comment dire, ils pensent pas que la relation, enfin, ils conceptualisent pas le fait que la relation qui met en rapport l'être humain et l'environnement, dans les deux sens que vous venez bien de décrire, est constitutive. La relation est première par rapport aux substances qui sont reliées. Ouais, 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 oui, tout à fait. Donc c'est dans les deux sens en fait. Oui, oui, oui. Alors il parle de Phonicscule. Oui, c'est ça. Exactement.
y a une référence implicite à ça quand il distingue l'environnement que tous les animaux ont du milieu que seuls les êtres humains ont. Euh, alors après, les traductions sont compliquées parce que chez von Uexküll, donc qui est un éthologue allemand qui a étudié notamment l'éthique, le milieu cinétique, bon, il y a un ouvrage qui s'appelle, en français c'est traduit par Mondes animaux, monde humain. Mais alors, il y en a qui disent, bah non, les animaux ils ont un milieu, c'est l'homme qui a un monde, parce que justement il peut s'ouvrir au monde dans son entièreté et pas juste à son milieu. D'autres disent non, bah il y a l'environnement, c'est les animaux ils ont un environnement naturel, le milieu c'est proprement humain. Donc là on a des problèmes de terminologie. Mais oui, disons, la distinction est là. La distinction entre l'espace qui environne l'animal et qui l'influence, mais qui en même temps le prédétermine totalement. Et le milieu humain, parce que l'être humain, c'est compliqué. Là, vous avez vu dans le passage que j'ai lu tout à l'heure, il parle de destin quand même. Disons, le milieu dans lequel on est nous destine, mais il y a aussi une diversité des manières de vivre sur la Terre. Et il y a une diversité il y a une diversité de milieux là où pourtant l'environnement objectif est le même. C'est-à-dire que euh, vivre dans le désert du Kalahari, dans le désert du Sahara, dans le désert d'Arabie, c'est le même environnement objectif à peu près. Mais c'est pas les mêmes cultures qui sont nées chez ces peuples. Donc le milieu, l'environnement façonne l'être humain au niveau biologique, mais au niveau culturel, il y a un lien entre l'homme et son milieu. Évidemment que le fait de vivre dans un désert, ça peut traduire des choses sur l'esprit, sur le psychisme, mais pas de manière purement déterministe, comme, je sais pas, l'oxygène agit sur nos poumons, parce que, voilà, bah, justement, je voulais vous lire un passage comme ça, où il me semble que Watsuji, justement, a parfois des interprétations trop déterministes aussi. Bon, je l'ai cité tout à l'heure, à un moment, dans le texte, il relie, je vais vous donner la citation, la sèche vie du désert à la croyance en un Dieu sévère personnalisé. Alors que là, où la nature est plus foisonnante et irrégulière, comme au Japon, ce n'est pas un Dieu transcendant qui est l'objet de la religion, mais la nature elle-même qui est perçue comme une source, enfin qui devient investie d'un aspect religieux, parce qu'elle est perçue comme source infinie et mystérieuse, alors que dans le désert, on voit que la nature, c'est dur, quoi. Donc il faut qu'il y ait une transcendance, sinon ça n'a pas de sens. Voilà. Mais bon, c'est intéressant de relier les croyances des êtres humains au type de milieu où ils vivent. Voilà, dans le désert, on a peut-être d'autres idées qui nous viennent si vous sortez par une nuit étoilée que si il pleut. Bon, voilà, prenons des exemples simples. On n'a pas les mêmes pensées en hiver que. Voilà, non mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Le problème, c'est que dans le désert australien, vous avez des peuples qui sont totémistes. Et donc, faut pas non plus dire que le désert engendre la croyance mécaniquement en un dieu personnel. Donc là, il y a. Ouais. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Ouais. Leur histoire. Eh oui. 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 Oui, tout à fait. Et justement, si il faut prendre en compte l'histoire, ça montre bien que c'est pas seulement la nature qui influence. Il faut prendre en compte l'histoire. euh, et voilà, il y a une sorte de dialectique. Souvent, on a tendance à complètement évacuer la question de la nature. Dire voilà, l'être humain, c'est un être qui est doté d'historicité, donc il faut comprendre l'être humain, sa construction sociale. Voilà. Tout ça se comprend simplement par la société et l'histoire. C'est intéressant de se dire bon, peut-être l'environnement a aussi sa part. Mais il faut comprendre que l'environnement n'est pas séparé non plus de l'histoire. Justement, et je pense que c'est ça l'intérêt de. C'est c'est le moment structurel de l'existence humaine. Donc, c'est l'existence humaine qui est aussi, elle est aussi historique. C'est pas, il dit pas, c'est ce qui influence de manière causale la vie humaine. Mais en même temps, dans ces descriptions,
parfois, on a l'impression que c'est voilà. Donc, pour conclure, je dirais ça. Peut-être, on pourrait dire que l'intérêt de la pensée de ce philosophe japonais, c'est de nous, d'attirer notre attention sur le fait que il faut, il ne faut pas évacuer trop rapidement notre rapport à la nature dans la compréhension de l'existence humaine. Mais aussi que son œuvre, peut-être parfois à ses dépens, nous fait prendre conscience aussi de l'ambiguïté que cela peut avoir. Puisque dès qu'on pense le rapport de l'existence humaine à la nature, on peut être amené soit à la penser sur le modèle déterministe, soit à y avoir des conséquences éthiques qui enferment les êtres humains dans leur milieu. Mais je crois que dans son principe, et c'est ce que montre euh, le travail de Gustin Berg, qui essaie de poursuivre la pensée de Watsuji, dans son principe, cette pensée du Fudo, du milieu humain, comme étant constitutif du sens de l'existence humaine, ne porte pas nécessairement en soi des conséquences éthiques ferventes ou des explications déterministes. C'est ça que j'ai trouvé intéressant cette lecture de Watsuki. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, allez-y, pardon. Moi, j'ai été très intéressée par son opposition, je connaissais ce derrière, mais pas l'opposition qui faisait un lien sur Ouais. l'être pour la mort. Et l'être vers la vie. C'est l'expression l'être pour la vie. Oui. Et je me suis dit, parce que je ne sais pas comment on dit patrimoine, on le connaît, je me dis, ça m'a fait penser à qu'est-ce qu'il dirait lui, qu'est-ce qu'il dit de patrimoine qui est, nous, on disparaîtra, bien sûr, Oui. le reste. Oui. Le sens où, tout à fait. je ne sais pas si c'est peut-être une manière de reluquer le concept de patrimoine. On entend beaucoup, plus personne ne sait ce que ça veut dire. Il y en a que ça rase, il y en a que ça suit, il y en a qui sont passionnés. Mais je pense que ça peut être, parce que vous pensez que ça peut être une manière, si on se ressource avec lui, de reluquer un peu cette notion de patrimoine. Oui, ça permet de lui donner un sens, notamment quand on parle de patrimoine naturel, mais de comprendre aussi que le patrimoine naturel, en fait, voilà, justement, le patrimoine n'est pas soit culturel, soit naturel. Le patrimoine culturel est lié à la nature et le patrimoine naturel est aussi lié à l'histoire et au sens dont on investit toutes ces, tout ce qui dans notre environnement nous survit, dont on veut s'occuper, qu'on veut éventuellement transmettre, ou en tout cas qu'on souhaite préserver. Oui, oui, je trouve que c'est un rapprochement intéressant. Après, je sais pas comment on dit patrimoine. Je suis pas non plus japonisant expert. Est-ce que il y aurait d'autres choses qui vous seraient venues à l'esprit? Oui? Mhm. Oui, oui, c'est une bonne remarque. Après, en vous écoutant, je me disais, bon, c'est toujours plus nuancé aussi. Euh, je sais pas si on peut opposer aussi frontalement. Ouais, ouais. Parce que par exemple, la notion d'âme du monde, on la trouve chez certains philosophes grecs. Euh, je me demande s'il n'y a pas ça chez Plotin. Euh, mais après, bon, on peut toujours dire, bon, bah, il y a l'influence orientale justement sur les néoplatoniciens. Ah ouais, ouais. Ah ouais, ouais, ok, non, c'est intéressant. Bah c'est sûr, oui, c'est sûr que. Mais alors après, ça c'est toujours intéressant aussi, c'est que les philosophes d'une culture euh, expriment quelque chose de leur culture, mais n'y sont jamais totalement réductibles. Et c'est ce que j'essayais de dire aussi dans le fait que Basuji essaye, je pense, de donner un sens. Cette idée que ce que vous appelez là l'âme, c'est pas simplement l'âme humaine, c'est aussi quelque chose qui jaillit, rejaillit dans le monde. Mais il s'oppose aussi à l'animisme. C'est-à-dire, sa pensée de la relation fait qu'on ne peut pas séparer l'âme humaine et l'âme du monde, si on reprend votre terminologie.
c'est pas deux substances séparées. Donc même parler d'âme, en fait, peut-être ça irait pas. Mhm. Ouais, ouais, si. On va dire ça, je pense. Ouais. En tout cas, c'est clair que ça s'oppose au dualisme. C'est une manière de ne pas être dualiste. Ouais. Bah, le problème, c'est qu'à partir du moment où on distingue des milieux, on essaie de voir concrètement. Voilà, c'est vrai que l'environnement, il est différent selon les endroits. Donc si on pense que l'âme du monde, je reprends votre terminologie, en tout cas le- le sens qui est inscrit dans notre rapport au milieu dans lequel on vit est spécifique à certains lieux, ça ne veut pas dire qu'on va opposer les lieux, mais ça veut dire qu'on va devoir penser leurs différences. Et après les articuler, c'est vrai. Mais je pense que tout à l'heure, peut-être qu'on a la réponse si on prend sur le modèle de la traduction, effectivement. C'est-à-dire que quand on lit de la poésie dans une langue, qu'on la lit traduite, on a perdu quelque chose. Mais on peut apprendre la langue d'origine. Et lire les poèmes, même si on n'est pas né dans un... Enfin, c'est pas notre langue maternelle, on peut aller... Donc, ça veut dire qu'on peut aussi avoir accès au sens que quelqu'un a d'un milieu, même si on n'est pas né dans ce milieu. Si on reprend cette analogie avec la traduction. Mais bon, c'est vrai, moi je suis plutôt comme vous, hein, universaliste, mais à vouloir être universaliste trop rapidement, c'est vrai, je suis sensible au fait que on peut perdre aussi le sens de la spécificité de certaines cultures. C'est vrai que toutes les cultures ne sont pas identiques. Donc il faut donner un sens à ça aussi. Comment, mais ça moi j'ai pas la réponse, hein, mais comment est-ce qu'on peut penser à la fois la spécificité des cultures et leur articulation et l'échange et le... Je crois que c'est ça la question. Alors ça c'est pas une question métaphysique, c'est une question plutôt éthique, mais Achille Mbembe, ouais. Ah, oui. D'ailleurs, il reprend l'expression de Merleau-Ponty, universel latéral. Ouais, tout à fait. Est-ce que je peux te demander votre parcours pour être arrivé à cette hauteur de ça, soit par le Japon, soit par... Il y avait plusieurs choses qui se sont mélangées à un moment donné. Je lisais des textes de phénoménologie euh, sur la notion justement, sur l'importance de la question de l'espace. Euh, un philosophe contemporain qui s'appelle Renaud Barbaras sur l'espace et qui citait ce livre d'Augustin Berg. Alors après, lui, il parle de Vasuji. Donc je me suis dit, ah, c'est vachement intéressant et tout. Et puis ensuite, on était en train de réfléchir à quel philosophe. Je me suis dit, ça va m'obliger à lire le texte et à travailler. Donc je vais proposer à Marco et à Cathy de travailler sur Vasuji. Comme il y avait le prix Escapade, ils ont accepté, sinon je pense qu'ils n'auraient pas accepté parce qu'il est trop inconnu. Et donc, grâce à ça, on a pu parler de Vasuji un petit peu ce soir. Oui, je pense qu'il est connu au Japon. Euh, Parce que c'est quand même un philosophe avec Nishida, qui est l'un des philosophes plus importants au XXe siècle. Hein. Ouais. Bonne question. Je sais pas. Non, je pense pas qu'il soit bouddhiste. Nishida, il est bouddhiste. Alors, oui, c'est vrai qu'il y a une pensée, mais ça, je connais pas bien la partie de son éthique, mais j'en ai lu un peu certaines choses chez Westenberg. Il y a une pensée non, mais je vais dire des bêtises, je connais pas assez sur la question du néant, mais je vais pas parler de ça parce que je vais dire des bêtises. Non, ce que je voulais, oui, toute la fin de l'ouvrage, peut-être quand même, c'est chapitre 5, il essaye de voir qui ont été ses précurseurs dans la pensée du milieu. Ça s'appelle Histoire de la mésologie, alors ça traduit par mésologie, donc c'est la science des milieux, l'étude des milieux. Et mais il est principalement centré sur la philosophie allemande. On voit il a bossé les Allemands. Et donc c'est Herder, Kant, Fichte, Schelling, la naturphilosophie allemande, Hegel,
dont il a une lecture très précise. euh, Enfin, vraiment, on voit qu'il a bien compris et qu'il les a lus, probablement en allemand d'ailleurs. Donc, voilà, sur les influences, sur ses lectures. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, oui, c'est intéressant ça parce que je voulais en parler, mais je ne l'ai pas noté, je pense. À un moment donné, euh, dans son commentaire, Augustin Berg, le traducteur, géographe, philosophe, se demande comment se fait-il que, alors que il passe tout un chapitre, Batuji, à expliquer que sa perspective n'est pas déterministe. Il en vient parfois à avoir des interprétations déterministes du lien entre l'environnement et la culture. C'est-à-dire quelqu'un d'aussi intelligent, qui a lu autant de philosophes, d'anthropologues et tout, et ça a dû sauter aux yeux. Donc, comment ça se fait que quand il décrit le rapport, enfin la question là du Dieu sévère et personnel, ou il y a d'autres passages aussi, comment se fait-il que, au lieu d'avoir une approche herméneutique, il essaye de comprendre de l'intérieur ce que ça fait pour une culture donnée de vivre son rapport à la nature, il, en fait, il impose sa propre subjectivité et ses propres réactions individuelles à notre culture. Et alors, il y a une suggestion de Augustin Berg qui est la suivante. Si je la retrouve. Oui, donc je vais essayer de résumer. Ce qu'il dit, c'est que à la fois dans la culture japonaise et dans la langue japonaise, la distinction entre le moi et le nous n'est pas aussi marquée. Et aussi la distinction entre la subjectivité individuelle et euh, l'environnement n'est pas aussi marquée. Par exemple, à un moment, il cite, j'aurais voulu retrouver le passage, mais il cite une expression où il dit que c'est la même expression pour dire j'ai froid et il fait froid. Et donc, et voilà. Et donc, ça veut dire, donc, ce que je ressens, moi, c'est aussi dans le dehors. Donc, on comprend en même temps, c'est très intéressant. C'est-à-dire que c'est vrai que, c'est vrai en plus. En plus, avec la question du froid, je veux dire, euh, l'ouvrage commence d'ailleurs, vous avez une dizaine de pages sur l'analyse de ce que, du froid. Euh, où il essaye de montrer que sentir le froid, c'est pas sentir une propriété objective non plus. Et c'est pas non plus un phénomène purement individuel, mais quand je sens le froid, je peux voir que les autres ont froid aussi. Donc c'est tout de suite, il y a une intersubjectivité, et donc c'est quelque chose qui a un milieu qui relie les êtres humains, même dans une sensation tout à fait physique, voilà. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Mhm. Ah oui, oh, bon, oui. Ouais, ouais. Voilà. Oui. Il y a des... Ouais. Ok. Ok, ok. Oui. Oui, voilà, l'accord des souffles, c'est en lien avec cette l'harmonie. Oui. Ok. Oui, oui.
Oui, voilà, c'est pour ça que j'avais pensé aussi en lien avec la question, parce qu'on travaille sur la notion d'individualisme aussi. Alors, j'en ai pas beaucoup parlé, j'en ai parlé un petit peu, mais pas beaucoup dans la conférence. Mais oui, c'est clair, oui, c'est un bon exemple. Euh, Bah, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie. Les conférences sont terminées cette année.